Dossier numéro 4. Madame B, 48 ans, se présente à votre consultation pour des troubles de l'équilibre. Elle n'a aucun antécédent hormis un vitiligo évoluant depuis 5 ans. Un EMG prescrit par son médecin traitant a été réalisé en ville et retrouve des anomalies bilatérales et symétriques à prédominance distale. En détection, vous notez un tracé pauvre à l'effort. En stimulodétection, l'amplitude des potentiels d'action sensitifs et moteurs est diminuée sans allongement des latences distales, ni diminution des vitesses de conduction. Question numéro 1. Interprétez cet examen. Après avoir pris connaissance des résultats de ces examens, vous examinez Madame B et retrouvez une marche ataxique, un signe de Romberg non latéralisé, une hypopalesthésie des deux membres inférieurs avec kinesthésie perturbée, la sensibilité douloureuse et thermique est conservée, les réflexes osséotendineux sont vifs et polycinétiques aux membres inférieurs avec un signe de Babinski bilatéral sans déficit. Question numéro 2. Cette présentation clinique vous semble-t-elle expliquée par les anomalies retrouvées à l'EMG? Justifiez votre réponse. Question numéro 3. Quel est votre diagnostic syndromique devant un tel tableau clinique? Vous réalisez l'imagerie suivante. Quelle est votre interprétation? Question numéro 5. Quel examen vous paraît essentiel à ce stade? Question numéro 6. Le résultat de cet examen est très nettement abaissé. Quelle étiologie est à rechercher impérativement? Question numéro 7. Quel bilan complémentaire réalisez-vous alors? Question numéro 8. Votre diagnostic est confirmé. Quelle est votre attitude thérapeutique? Votre prise en charge permet une amélioration partielle de l'état de Madame B. Vous continuez de la suivre régulièrement. Quelques années plus tard, Madame B vient à nouveau consulter car elle a pris du poids et se sent très fatiguée. À l'examen, vous retrouvez une fréquence cardiaque à 52 par minute, une tension artérielle à 95-55, un petit goitre homogène et de consistance souple. Quel diagnostic suspectez-vous? Quel bilan réalisez-vous pour le confirmer? Correction, donc on va reprendre les symptômes présentés initialement par Madame B et surtout son électromyogramme qui retrouvait des anomalies bilatérales et symétriques à prédominance distale. On avait un tracé pauvre à l'effort en détection et en simulodétection, on avait des potentiels sensitifs et moteurs d'amplitude diminués sans changement des latences distales ni diminution des vitesses de conduction. Interpréter cet examen, donc on va servir un petit peu des bases d'EMG qu'on a appris juste avant. Donc on a vu ici qu'on avait non pas une atteinte qui portait sur les vitesses de conduction et sur les latences, donc probablement pas une atteinte de la myéline. Et en plus, on avait un tracé qui était particulièrement pauvre à l'effort, qui traduisait un appauvrissement des unités motrices fonctionnelles. Ces anomalies, vous allez le voir, étaient en plus bilatérales et symétriques, ce qui va en faveur d'une polyneuropathie. Donc, premier point, polyneuropathie. Donc, en disant ce terme, vous avez traduit le fait qu'il s'agissait d'une atteinte du système nerveux périphérique et qu'en plus elle était bilatérale, symétrique et longueur dépendante. On a vu ça à l'électromyogramme. Cette polyneuropathie est sensitive aux motrices car on voit qu'il y a une atteinte à l'EMG tant des potentiels sensitifs que moteurs. L'atteinte axonale, donc là on a vu parce qu'on avait une atteinte de l'amplitude des potentiels d'action qui était diminuée et non pas d'atteinte évocateur d'une lésion myélinique. Après avoir pris connaissance des résultats de ces examens, vous examinez Madame B, vous retrouvez une marche ataxique, donc instable, un signe de Romberg non latéralisé. Donc le signe de Romberg, c'est quand vous demandez au patient en position debout de fermer les yeux pour voir si ses troubles se majorent à l'occlusion des yeux. On dit que le signe de Romberg est positif quand les troubles se majorent à l'occlusion des yeux. Une hypopalesthésie, ça veut dire une atteinte de la sensibilité vibratoire, et une perturbation de la kinesthésie, c'est-à-dire une perturbation du sens de position segmentaire des membres, comme quand vous étudiez le sens de position du gros orteil, l'appréhension aveugle, par exemple. Par contre, la sensibilité douloureuse et thermique est conservée, les réflexes sont vifs et polycinétiques aux membres inférieurs avec un signe de Babinski bilatéral sans déficit. Cette présentation clinique vous semble-t-elle expliquée par les anomalies retrouvées à l'UMG? Justifiez votre réponse. Alors là, il faut se poser la question, c'est une question essentielle en neuro. Vous avez des examens complémentaires, mais est-ce que ce que vous voyez dans ces examens complémentaires est
corroboré par la clinique? Ou est-ce que vous avez deux phénomènes conjoints? Donc là, il fallait dire que non. On a ici un syndrome pyramidal des membres inférieurs qui n'est pas expliqué par l'atteinte neurogène périphérique parce que, vous le savez, l'atteinte pyramidale est une atteinte des voies motrices centrales. Donc, vous avez ici un tableau clinique typique d'une atteinte centrale associée à une atteinte neurogène périphérique à l'EMG. Quel est votre diagnostic syndromique devant un tel tableau clinique? Donc là est la vraie question. C'est ici un tableau de sclérose combinée de moelle parce qu'il associe un syndrome pyramidal, donc atteinte des voies motrices pyramidales dans la moelle, et un syndrome cordonal postérieur par atteinte de la sensibilité profonde, donc qui passe au niveau des cordons postérieurs de la moelle, qui se traduit par cette atteinte des membres inférieurs, donnant une ataxie de type proprioceptive. Ensuite, on vous réalisez l'imagerie suivante. Quelle est votre interprétation? Donc, je vous donnais, on va dire, 3 clichés. Ce qu'il fallait dire déjà, c'est préciser de quel type d'imagerie il s'agissait. Donc, il s'agissait d'une IRM médulaire dans les deux cas. Dans les deux cas, on avait une séquence qui était une séquence T2. T2, pourquoi? Parce que vous voyez que les liquides céphalorachidiens qu'on voit là autour du cervelet, tout là autour du cervelet, et sinon un peu plus bas au niveau de la moelle, ce liquide céphalorachidien était blanc. Donc c'était une séquence T2. Je vous rappelle que dans la moelle, on fait soit du T1, soit du T2, on ne fait pas du flair. Donc c'est facile. LCR blanc, T2, LCR noir, T1. Donc là, c'était un T2 en coupe sur ici sagittal et ici en coupe horizontale. Je vous rappelle que ce qu'il faut voir sur les coupes médulaires horizontales, c'est vraiment la moelle qui se situe à ce niveau-là. Vous voyez le liquide céphalorachidien tout autour et puis la moelle à l'intérieur. Donc, sur cette imagerie, on va commencer par la première qui est un petit peu plus facile. Vous voyez donc la moelle en coupe sagittale. Je vous rappelle qu'on n'a jamais le dos très très droit. Rares sont ceux qui sont droits comme des piquets. Donc quand on fait une coupe sagittale, on passe rarement sur toute la longueur au niveau de la moelle. C'est-à-dire qu'on coupe rarement la moelle sur toute la longueur de manière à la voir bien. Donc il faut souvent des coupes sagittales et parasagittales pour pouvoir bien voir la moelle et pouvoir bien la suivre. Donc là, ce qu'il fallait voir déjà, c'était que à ce niveau-là, il n'y avait pas de compression médulaire, c'est juste que le cou n'est pas dans l'axe. Donc on passe au niveau des vertèbres, au niveau cervical haut, mais au niveau cervical bas, on passe par la moelle. Donc là, il n'y a pas de compression médulaire. C'est un plan de coupe. Ok? Par contre, ce qu'il fallait voir ici, c'est que quand là, on voit la moelle bien au niveau cervical bas, soit ici au niveau un petit peu plus haut, soit là encore un peu plus bas, on avait un hypersignal. On avait un hypersignal des cordons postérieurs de la moelle. C'est-à-dire que l'arrière de la moelle est plus blanc que l'avant de la moelle. Donc c'était vraiment ce qu'on appelle les cordons postérieurs qui sont visibles en hypersignal. On a la possibilité de le retrouver sur cette imagerie-là. On voit à l'intérieur de la moelle, ici, un hypersignal des cordons postérieurs qui sont très très bien individualisés. Donc c'est un hypersignal très fasciculaire. Donc je reprends cette description. IRM médulaire en séquence T2, en coupe sagittale et horizontale, retrouvant un hypersignal des cordons postérieurs de la moelle. Quel examen vous paraît essentiel à ce stade? Question relativement facile. Si vous connaissez le syndrome de sclérose combinée de la moelle, si vous l'aviez reconnu, il fallait faire ici un dosage de la vitamine B12 plasmatique. Ce résultat est très abaissé, vous y attendiez. Quelle étiologie est à rechercher impérativement? Donc les étiologies chez un sujet de sexe féminin d'âge moyen avec un antécédent de vitiligo, c'est-à-dire une maladie auto-immune. Ce qu'il fallait rechercher, c'était une maladie de Birmer. Quel bilan complémentaire réalisez-vous alors? Ce bilan va avoir deux étapes. Déjà le bilan de la carence en B12 elle-même. Donc rechercher des complications hématologiques de cette carence en vitamine B12 avec une NFS, une mesure du VGM. On peut aussi mesurer l'homocystéine qui, dans les cas de carence en vitamine B12, va être
augmentée. Hein. L'homocystéine, c'est une métabolite qui est en amont dans le cadre de la production de vitamine B12. Et on peut aussi, dans le cadre de recherche de complications de cette carence, réaliser une IRM cérébrale, parce que vous voyez qu'on a déjà ici une atteinte du système nerveux périphérique. La neuropathie est causée par la vitamine B12. On a une atteinte du système nerveux central au niveau de la moelle, la sclérose combinée de la moelle. Et ben dans la carence en vitamine B12, on peut aussi retrouver des atteintes centrales au niveau encéphalique sous forme d'hypersignaux de la substance blanche. Après avoir fait le bilan de la carence en vitamine B12 et de ses complications, on va faire le bilan diagnostique de la maladie de Birmer. C'est une maladie qui va donner une gastrite atrophique par production d'auto-anticorps. Donc on peut rechercher les auto-anticorps eux-mêmes. Ce qu'il faut rechercher, c'est les anticorps antifacteurs intrinsèques et les anticorps anticellules pariétales gastriques. On les recherchera au niveau plasmatique. On peut aussi faire et on doit aussi faire une fibroscopie gastrique à la recherche de cette gastrite atrophique. On pourra rechercher aussi une achylie, une achlorhydrie au niveau gastrique. Et surtout, et c'est extrêmement important, rechercher des lésions précancéreuses ou cancéreuses. Car je vous rappelle que la maladie de Birmer prédispose au cancer gastrique. Dans le cadre de la maladie de Birmer, donc de cette gastrite atrophique, on peut retrouver dans le sang une élévation de la gastrinémie. Et on pourra rechercher une carence martiale, parce que je vous rappelle que cette gastrite atrophique ne va pas permettre une bonne absorption du fer issu de l'alimentation, et on peut avoir des anémies microcytaires en rapport avec une carence martiale. Donc il est important de réaliser un bilan martial pour juger des complications à ce plan-là de la maladie de Birmer. Votre diagnostic est confirmé, donc on a sûrement retrouvé la gastrite atrophique, les auto-anticorps. Comment on va traiter cette patiente? C'est la question que je vous posais. Donc ça va être surtout un traitement, une supplémentation et vitaminique et éventuellement martial si nécessaire. Donc avant tout la supplémentation en vitamine B12 qui va se faire par voie intramusculaire, qui va être intensive les premiers jours à la dose de 1000 microgrammes par jour pendant 8 jours, puis semi-intensif pendant un mois à la dose de 1000 microgrammes par semaine, puis 1000 microgrammes par mois, et cela à vie. Enfin, vu je vous l'ai expliqué, la gastrite atrophique peut être à l'origine d'une carence martiale, pensez à supplémenter toute carence martiale si nécessaire. Enfin, l'attitude thérapeutique, elle doit aussi être symptomatique. Cette patiente se plaignait essentiellement de troubles de l'équilibre, donc pensez à rééduquer la marche, rééduquer l'équilibre par de la kinésithérapie. Enfin, la surveillance va être clinique, en surveillant l'amélioration de son état neurologique qui sera très probablement lentement progressive, et biologique, normalisation de la vitamine B12 et de la NFS si elle était perturbée, normalisation du bilan martial s'il était perturbé lui aussi. Et aussi une surveillance radiologique à la recherche d'une régression des lésions IRM. Votre prise en charge permet une amélioration partielle, je vous l'ai dit, c'est souvent très lentement progressive, et vous suivez votre patiente régulièrement. Elle revient parce qu'elle a pris du poids, qu'elle est surtout très fatiguée. Et alors vous retrouvez une fréquence cardiaque à 52, une tension artérielle à 95-55 et un petit goitre homogène et de consistance souple. Quel diagnostic suspectez-vous? Il fallait ici suspecter une hypothyroïdie, un tableau classique de la patiente fatiguée qui prend du poids. Mais ici, suspecter plus spécifiquement une thyroïdite de Hashimoto parce que cette patiente a un terrain auto-immun avec un petit goitre homogène et souple. Quel bilan réalisez-vous pour confirmer votre diagnostic? Donc premièrement, confirmation de l'hypothyroïdie par le dosage des hormones thyroïdiennes qui seront, on s'y attend, abaissées, et dosage de la TSH qui sera élevé, confirmant l'origine basse de cette hypothyroïdie. On confirmera ensuite le diagnostic de la thyroïdite de Hashimoto par le dosage plasmatique d'anticorps antithyroïdiens. Les seuls qui nous intéressent ici, c'est les anti-thyroperoxydases, anti-TPO, qui vont être élevés au niveau plasmatique. Voilà, donc là encore pour un dossier pluridisciplinaire.
Donc dossier pluridisciplinaire, associant tableaux hématologiques potentiels, sur lesquels on sait peu axé ici, tableau neurologique très important à connaître dans le cadre qui fait partie de la question tableau de compression médulaire non traumatique. Et enfin, tableau endocrinien, avec le réflexe de l'atteinte thyroïdienne qui peut vraiment prendre différentes formes, soit la forme patiente fatiguée très aspécifique, soit la forme d'une atteinte cardiologique, pensez aux complications cardiaques des maladies thyroïdiennes, soit un tableau qui aurait pu être neurologique sous forme d'un coma non traumatique. Donc pensez à réviser ces pathologies qui peuvent être multiformes lors de votre préparation à l'ENC. Voilà, je vous souhaite bon courage et bonne chance et je suis de tout cœur avec vous.